Alors rebonjour, on va donc continuer We Are avec cette conférence exceptionnelle qui est donc dédiée à la bienveillance et à la méditation. Actuellement, on est en train de, quand je dis actuellement, c'est peut-être ces 10 dernières années, on est en train de vivre un changement de paradigme en médecine, puisqu'avant le bon médecin, c'était le médecin stakhanoviste, c'était le médecin qui passait 60, 70, 80 heures à travailler, qui ne refusait jamais les requêtes de ses collègues ou de ses patients, et qui était toujours à la besogne, sans vraiment se poser de questions sur ce concept de bienveillance. La bienveillance, elle se situe à deux niveaux. C'est une bienveillance envers les autres, bien sûr, mais c'est aussi une bienveillance envers soi-même, c'est-à-dire que pour bien s'occuper des autres, il faut bien s'occuper de soi. Jean-Louis Nesser va donc nous expliquer tout ça. C'est quelqu'un qui, initialement, avait une formation à titre d'ingénieur, et qui maintenant veille justement à former les gens à la méditation et à ce processus de bienveillance qui est essentiel, que ce soit pour l'épanouissement personnel ou professionnel. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi d'être là. Merci d'avoir fait l'effort de venir malgré votre heure de déjeuner. Le thème que je vais essayer d'aborder, c'est d'essayer de vous montrer comment on peut développer la bienveillance par l'attention, et ceci en se servant d'un outil qui est relativement récent dans notre monde, qui est l'outil de la méditation et qu'on utilise maintenant de plus en plus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà pratiqué la méditation, qui savent ce que c'est? Ah, mais on n'est pas en terre inconnue. On est vraiment en terre connue, ça fait véritablement plaisir. Donc vous allez comprendre déjà ce dont je vais vous parler maintenant en vous disant, je vous propose de prendre quelques instants pour se poser. C'est-à-dire vous allez rester exactement comme vous êtes, vous allez juste fermer les yeux une vingtaine de secondes. Ça permet de faire un peu une césure par rapport à ce qui s'est passé. En fin de compte, désaturer la conscience, désaturer notre esprit pour le rendre disponible aux nouvelles informations qui vont venir. C'est un exercice qu'on devrait faire très souvent parce que ça nous donne une disponibilité bien plus importante. Allez-y, je vous en prie, prenez quelques instants. Une vingtaine de secondes seront suffisants. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Cette petite expérience, comment vous l'avez ressentie? Il s'est passé quelque chose de particulier dans votre esprit? Vous avez ressenti peut-être des choses, non? C'était quoi? C'était le calme absolu ou c'était carnaval? Voilà, vos rires en disent long. C'est qu'en général, le premier élément que l'on ressent quand on pratique la méditation, c'est qu'on se pose, et voilà, il y a toutes les idées qui viennent, plein de trucs. En fin de compte, c'est une sorte de désordre qui n'est pas réellement un désordre, parce que c'est nous-mêmes, c'est notre inconscient qui nous fournit plein d'éléments, plein d'informations. Nous avons nos désirs, nous avons nos pensées, nous avons des émotions, et tout ça vient de notre esprit, et vient un petit peu nous occuper, pas forcément au moment où c'est le plus opportun. Alors, je vais d'abord vous dire un petit peu qui je suis. Donc, manifestement, je ne suis pas dans la même tranche d'âge que vous. Ça me donne un avantage, c'est d'avoir un gros vécu et d'avoir eu la chance déjà de beaucoup souffrir dans l'existence. Je ne dis pas ça en plaisantant, mais ce qu'il y a, c'est que la méditation, c'est extrêmement utile. Je dirais que, en fin de compte, quand ça ne va pas très bien. J'ai fait pour la première fois, moi je suis ingénieur de formation, et j'ai fait connaissance de la méditation un petit peu tout à fait par hasard. C'est que dans les années 87, il y a des gens qui étaient nés en 87 ? Ah, quelques-uns, d'accord. Bon, voilà, très bien. Bien. Et bien, donc, en 87, j'étais dans le domaine, je suis ingénieur de formation, j'ai fait de la finance, et j'étais envoyé à Londres dans une société extrêmement prestigieuse qui faisait, paraît-il, ce qui se faisait de mieux dans le monde dans le domaine de la finance. Pendant le speech, le patron nous explique qu'il est le meilleur, on est les meilleurs, the cream of the cream, the cherry on top of the cake, enfin, vous connaissez les expressions. Le problème, c'est qu'en fin de discours, au bout d'une heure, ce brave monsieur, il a fait ce que les anglo-saxons appellent a stroke. Alors, je ne suis pas médecin, je ne sais pas si c'était le cœur ou si c'était un AVC, mais en fait, ils ont été obligés de l'emmener rapidement en ambulance, qu'il a traîné à l'hôpital pendant 15 jours ou 3 semaines avant finalement de décéder. Par sa secrétaire, nous avons une indiscrétion et nous savons de ce qui s'est passé, c'est que, en fin de compte, on appelait ça à l'époque le syndrome de l'épuisement physique total. Burn-out.
Vous en avez déjà vu? Vous savez ce que c'est le burn-out? Voilà, je vois que vous êtes extrêmement bien branchés. Donc ce qu'il y a, c'est que moi je me retrouvais là, donc en entreprise, en faire un travail extrêmement stressant, gérer des participations, il y avait des gens qui étaient en jeu, des emplois qui étaient en jeu, de l'argent qui était en jeu. Et puis j'ai décidé en fin de compte de commencer à m'intéresser à la méditation. En fait, c'est mon épouse qui m'a poussé en me disant, écoute, on a assisté à une conférence de Thich Nhat Hanh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un grand maître bouddhiste vietnamien. Et moi, je me suis dit à l'époque, j'avais pas 30 ans, et je me suis dit, tout ça, c'est des foutaises, la méditation. C'est quand je serai vieux, quand je serai à la retraite, je m'en occuperai parce que j'en ai pas besoin maintenant. Je suis en pleine forme, je suis jeune, je suis beau. Bon, on ne reste pas longtemps comme ça non plus. Bon. Donc, j'ai décidé de le faire, et finalement, ça m'a énormément aidé. Et j'ai 3 choses qui m'ont aidé le plus dans ce travail de méditation au départ. C'est 1, j'ai commencé à mieux dormir. 2, j'étais moins stressé. Et comme j'étais moins stressé, eh bien, j'étais moins, agressif vis-à-vis des autres. Je pourrissais moins la vie de mes collaborateurs. C'était quand même déjà assez intéressant. Et finalement, j'étais plus heureux dans toutes les dimensions de ma vie de l'époque. Donc, c'était quelque chose qui m'a apporté un bien-être véritablement immédiat. Mais j'en ai eu besoin parce que j'ai vu un petit peu des collègues, et il y en a un certain nombre qui ont fait des burn-out et des gens avec qui je travaillais qui malheureusement n'ont pas aussi bien résisté que moi. À l'époque, je n'en parlais pas parce que ça ne se faisait pas, hein. Il ne fallait surtout pas passer pour quelqu'un de fragile, donc j'ai gardé ça secret. Et donc, cette méditation, donc, je la pratique maintenant depuis une 30aine d'années, d'abord le bouddhisme zen et puis ensuite le bouddhisme tibétain. Très intéressant. Et puis maintenant, depuis une 10aine d'années, ce que je fais, c'est que j'essaie de l'enseigner aux entreprises. Alors pourquoi? Parce que dans les entreprises, les gens se sont rendus compte que si on veut gagner de l'argent, si on veut des profits, si on veut faire beaucoup de travail, si on veut que les gens soient motivés, que les gens... il faut peut-être s'intéresser un petit peu à eux. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis important pour moi, donc parce que je suis un être humain et je veux être heureux. Hein. Comme disait le Dalai Lama, il y a une constante chez tous les êtres humains, c'est qu'ils veulent être heureux et ils veulent éviter la souffrance. Donc c'était le cas pour moi, mais mes collaborateurs aussi. Et donc à partir de ce moment-là où j'ai compris ça, j'ai décidé de mettre en pratique un certain nombre de choses. Donc exit les techniques presse-citron où on y va et on fait tout en force. On se rend compte que finalement en entreprise, et ce que vous faites, que ce soit l'hôpital ou que ce soit des cliniques, vous êtes dans des milieux professionnels où on vous demande beaucoup de choses, à vous et aux gens qui sont avec vous, mais vous avez peut-être déjà expérimenté que quand on commence à se poser, calmement, quand on commence à s'écouter soi-même, eh bien les choses vont un petit peu mieux. Et les gens reconnaissent la dimension humaine en vous, et on arrive mieux à échanger. Et les gens sont prêts, je dirais, excusez-moi du terme, mais à se défoncer pour un patron qui est près d'eux, qui montre qu'il a un intérêt en eux. Et je ne vous considère pas comme des collaborateurs ou comme des marionnettes. Vous êtes là avec moi à l'équipe au même titre que moi. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Je vais vous parler de 3 choses assez importantes, et c'est comme ça que je vais un petit peu structurer mon propos. La première, je vais vous parler d'un cas clinique. Oui, j'ai essayé de le construire parce que je me trouve face à des médecins. Donc je me suis dit, il faut quand même que j'arrive à présenter quelque chose dans ce domaine. Ensuite, je vais vous présenter la technique de méditation en elle-même. Et puis ensuite, en troisième, je vais vous montrer que par la conscience de soi, si on arrive à élargir la conscience de soi à sa famille, à ses amis, à ses enfants, à ses collaborateurs, à ses patients, à tout le monde, eh bien finalement, c'est là qu'on est le plus bienveillant. Et c'est là, en fin de compte, qu'on arrive le mieux à travailler et qu'on obtient le plus de résultats. Alors, d'abord, je vais commencer par cette présentation, cette étude de cas. Moi, c'est comme ça que je l'avais appelée. On m'a fait remarquer, ce n'est pas une étude de cas, c'est un cas clinique. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de choses à l'hôpital. Alors, excusez-moi si je ne suis pas suffisamment précis. Mais bon, il s'agit de Élise, qui est chef de clinique en pédiatrie. Et elle participait à une consultation de son chef de service. Et il recevait une maman avec une petite fille de 7 ans qui souffrait de troubles d'épilepsie extrêmement graves, ainsi que de troubles d'attention extrêmement sévères pour lesquels elle était traitée. Et ça lui permettait donc de suivre une scolarité à peu près normale. La maman, comme on dit, écoutez, moi j'ai été obligé absolument de venir parce que j'ai constaté que ma petite fille avait changé, qu'elle était devenue extrêmement excitée, même extrêmement violente, et que c'est à l'école, elle frappait tout le monde, elle frappait même son père, ses frères, moi, enfin, plus personne, on n'arrive plus à la contenir. Donc qu'est-ce que je dois faire?
La consultation, m'a raconté Élise, elle a commencé comme ça. Bon. On écoute la maman répéter une fois, 2 fois, 3 fois. Les 2 médecins font ce qu'ils font, ce qu'ils ont à faire. Ils auscultent la personne et tout. L'enfant, ils lui font faire 2 ou 3 tests. Et puis Élise me dit, à un certain moment, je réalise que la consultation est en train de se terminer. Et mon patron n'a pas posé quelques questions que je pensais qui étaient extrêmement importantes. De quoi s'agit-il? Elle s'est dit, en fin de compte, il va falloir que je prenne la parole, et elle a interrogé la mère sur, mais est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement un problème allergique là derrière? Vous n'avez rien remarqué sur la peau, sur autre chose et tout? Ah si. Et donc la mère est repartie de plus belle, en donnant davantage encore d'éléments. Et finalement, ils ont découvert ce que c'était, c'est que les deux ensemble ont réussi à découvrir qu'il s'agissait d'une incompatibilité médicamenteuse. Une nouvelle molécule pour l'épilepsie faisait qu'il y avait un problème avec le traitement pour le défaut d'attention qu'avait la gamine, et que donc celle-ci, comme on dit, elle partait en live pour un oui ou pour un non. Et que donc, en modifiant l'un des 2 traitements, ne me demandez pas lequel ils ont modifié, eh bien, la petite a réussi, 3-4 mois plus tard, à reprendre une scolarité normale. Ce qui est extrêmement particulier, et c'est pour ça que je vous amène à ce cas-là, c'est que Élise m'a raconté, c'est que quand ça s'est terminé, mon patron m'a passé un savon, quelque chose de bien. Cela ne se fait pas, on ne fait pas ça, mais pour qui vous vous prenez, et tout. Heureusement que j'ai eu le réflexe de poser la question qui a permis de changer les choses et qui nous a permis de trouver ce qu'avait cette petite. Élise en était complètement soufflée, parce qu'en fait, quand c'était elle qui avait parlé, lui, il passait complètement à côté. Et donc, je lui ai demandé, mais Élise, c'était quoi le problème? Ça vous parle jusqu'à présent? Vous avez déjà vu ce genre de choses? Oui, vous voyez un petit peu. Hein, donc, voilà, donc, excusez-moi, je vous aide un petit peu dans mon dos. Elle a réalisé, en fin de compte, qu'il se passait quelque chose. Et je lui ai dit, mais attends, mais ton patron, c'est quoi? Il a juste un orgueil surdéveloppé, une conscience de moi qui est un peu grande, quoi. Elle me dit, bon, j'y ai pensé au départ, mais en fin de compte, en fait, c'est pas ça. Je pense que mon patron, en fin de compte, il est surtout très stressé. Mais vraiment très stressé. En ce moment, à l'hôpital, on nous demande des efforts énormes, c'est-à-dire des énormes au niveau du budget. On demande de travailler plus, d'avoir plus de qualité, et en plus, on a moins de moyens. On nous a encore pris, le mois dernier, on nous a échangé une infirmière contre une secrétaire. C'est dire. Je suis toujours dans le bon, ça vous parle ce genre de choses. Donc, effectivement, il est extrêmement stressé. Il a dit, j'ai juste l'impression que, en fait, il est en train de péter un câble. Et j'en ai discuté avec quelques autres personnes avec qui il travaille, avec les internes. On se demande s'il n'est pas en train de faire un burn-out. Voilà la situation, telle qu'elle est, vraiment brute de fonderie. Maintenant, j'aimerais vous faire travailler un petit peu par rapport à ce cas-là. Non pas vous demander si vous avez vu la même chose, mais cette situation est liée, en fin de compte, ce problème est lié à un défaut d'attention. Ce monsieur, qui dirigeait donc la consultation, avait un défaut d'attention, c'est-à-dire qu'il n'écoutait pas. Quand on n'écoute pas, on ne comprend pas ce qui se passe, donc on ne peut pas agir de bonne manière. Et donc, l'élément fondamental, c'est l'écoute. Et l'écoute, c'est quoi? C'est de savoir centrer son esprit, d'être concentré sur ce qui est réellement important. Comme m'a dit Élise, notre métier en tant que toubib, si on n'est pas présent, si on n'est pas concentré, on parle de rien. Donc notre métier, avant tout, c'est l'attention. Il faut qu'on travaille l'attention. Alors j'aimerais que vous mettiez 2 par 2, pendant quelques instants, en parlant si possible mesa voce ou meso voce, et essayez d'échanger sur ce que vous connaissez comme ce que vous pouvez avoir comme technique pour améliorer le degré d'attention quand vous en avez le plus besoin. On est d'accord sur la consigne? D'accord? Manifestement, ça vous parle, c'est très bien. Bien, écoutez, mettez-vous 2 par 2, meso voce, parce que si on parle tous, on ne va pas s'en sortir, mais je vous encourage à discuter un petit peu. Si c'est commode par 3, faites-le par 3, ce n'est pas un problème. Allez-y. Bien.
Les minutes s'écoulent malheureusement très vite et je vais vous demander de revenir vers moi. Mais je constate que manifestement, cette question signifie quelque chose pour vous. Est-ce qu'il y a éventuellement une ou l'autre personne qui veut partager un petit peu de techniques que vous pouvez avoir pour essayer de vous concentrer, d'essayer d'être plus focalisé, d'avoir une attention plus précisément centrée sur ce qui est important? Vous avez des éléments? Bien, ben écoutez, c'est moi qui vais donc reprendre la parole. L'attention, en fin de compte, quel que soit le travail que nous faisons, c'est ce qui est le plus important. Il y a des études qui ont été faites très récemment et qui montrent que c'est le principal raison de perte de productivité, de perte de qualité, ainsi que de perte donc financière dans les entreprises. Je pense que c'est certainement la même chose dans votre cas. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez une idée, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur ce sujet, sur une heure, si vous décidez pendant une heure de faire précisément quelque chose, en fin de compte, pendant combien de temps réellement vous faites cette chose-là? C'est-à-dire pendant combien de temps votre esprit est parti? Est-ce que vous avez une idée de ça? 40%? 15%? Qui dit mieux? 35%? Bien, bah écoutez, on pourrait aller longtemps là-dessus sur les chiffres, mais vous êtes effectivement pas loin. Le véritable chiffre, en fait, c'est 47%. 47% du temps, on n'est pas là. C'est qu'on n'est pas concentré. Et ça, tout secteur confondu, ce sont tous les secteurs du milieu associatif, les milieux médicaux, les administrations, les grandes entreprises. C'est surtout à des niveaux de management. Et je n'ai pas dit que le reste du temps, donc, c'est 53% où on est là, ça veut dire en gros 32 minutes, sur une heure. Ça ne veut pas dire qu'on est réellement efficace, parce qu'on perd encore du temps. Donc vous voyez, il y a véritablement quelque chose à faire. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas attentif? En fin de compte, les réelles raisons pour lesquelles nous ne sommes pas attentifs, c'est un, c'est qu'on est sous pression. La pression, c'est quelque chose de permanent. Deux, en fin de compte, on est distrait, on est perturbé. Par quoi? Par l'environnement. L'environnement est bruyant, il se passe plein de choses dans l'environnement, on n'arrête pas de nous solliciter. Et puis, vous avez une autre perturbation qui est la petite voix intérieure qui n'arrête pas de te dire « Ah, ça t'as pas bien fait. Ah, ça t'aurais mieux faire. » Et puis c'est la culpabilité. Et puis t'es pas légitime. Et ça, tu l'as pas encore fait. Vous connaissez cette petite voix qui n'arrête pas de nous culpabiliser en permanence. Bien. Eh bien, ce sont des facteurs de perturbation qui sont extrêmement importants et qui, en fin de compte, entrent en compétition avec ce que nous avons décidé de faire et accaparent notre attention. Donc, ça devient de plus en plus difficile, d'autant plus que nous sommes dans un monde où maintenant, un des éléments absolument fondamentaux, eh ben c'est ça. On l'a toujours sur les genoux, on est toujours en train de le regarder, pour des bonnes raisons, mais comme pour les mauvaises, mais si on ne fait que ça, eh bien, très vite, eh bien, nous ne sommes plus en contact avec les autres, nous n'échangeons plus avec les autres, ce qui fait que, très vite, nous perdons le contact. Vous avez déjà vu des réunions, enfin je ne sais pas, vous, certainement, vous ne le faites pas, mais moi j'ai vu des réunions où les gens arrivent soit avec leur ordinateur, soit avec leur iPhone, et tout le monde est en train de tapoter dessus pendant la réunion. Comment voulez-vous passer un message clair? Les principaux problèmes, que ce soit les entreprises, les administrations, les associations, peut-être même à l'hôpital, et dans la vie privée, c'est pareil. Dans la vie privée, c'est pareil. C'est « tu ne m'écoutes pas ». On ne s'écoute pas dans la vie privée. Vous savez très bien que c'est la cause fondamentale des problèmes dans les couples. Quel est le principal reproche que madame fait à monsieur? Tu ne m'écoutes pas. Ça vous appelle. Et que répond monsieur à ça? Tu m'emmerdes. Voilà. En gros, c'est ça. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne s'écoutent pas en réalité, ils n'ont pas l'habitude d'échanger, ils n'écoutent pas, ils n'échangent pas. Et donc, en plus, il y a un travail d'émotion que les femmes font plus facilement que les hommes qui rend les choses un petit peu plus faciles. Mais c'est le problème majeur, c'est celui de l'attention. On n'est pas là où on devrait être. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental. Alors sans plus attendre, je vais maintenant vous proposer de faire un petit exercice de méditation. Je vais voir si on peut m'amener une chaise. Merci, c'est super sympa. Voilà. Et donc je vais vous expliquer la technique parce qu'en fin de compte, la méditation a 3 gros avantages. Un, c'est que ça permet de se centrer. Ça permet en fin de compte de se déstresser et ça permet de prendre du recul. En termes médicaux, je crois que ça s'appelle
passer du circuit court au circuit long. Hein, ça vous parle, ça. Hein. Ben, c'est tout à fait ça. Si on ne fait pas attention, comme nous sommes des êtres de process, le process, ça commence déjà dans le ventre de la mère et ensuite dans les bras de la maman, où on regarde maman qui fait une grimace, maman elle dit « oh, il sourit ben, », on apprend à faire exactement la même chose et on finit par mener une vie entièrement en automatique. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de prendre du recul par rapport à ça pour être capable de décider ce qui est important dans la vie, ce qui ne l'est pas, et d'avoir davantage de liberté. Par exemple, le gros avantage, c'est de réussir à combattre les effets absolument dévastateurs d'une chose qui sont les émotions négatives. Je ne sais pas si des émotions négatives, vous en avez eu, mais ça prend la tête. Hein. Les souffrances, c'est pareil. Or, ce qu'il y a, c'est qu'un travail là-dessus, si on arrive à prendre du recul, on arrive non seulement à faire un travail sur la douleur, mais on arrive à faire également la douleur physique, mais on arrive également à faire un travail très important sur la douleur morale. Hein. On arrive à prendre de la distance à ça. Moi, j'ai perdu ma grand-mère, c'était extrêmement douloureux. Chaque fois que l'émotion revient, je ne vais pas me mettre à pleurer maintenant devant vous. Mais qu'est-ce que je fais? Je la mets dans une petite bulle, je la range à côté. Je sais très bien comment faire, il y a des techniques qui sont là pour ça. Et la méditation, c'est ça. Prendre du recul chaque fois que c'est nécessaire. Hein. À un certain moment dans l'entreprise, j'avais remarqué que j'étais un super bon manager parce que j'étais toujours en colère et je gueulais toujours. Donc l'équipe, hop, je veux voir qu'une seule tête, et puis c'est y aller très très bien. Et à la maison, je faisais pareil, ma femme, une seule tête, les enfants, une seule tête. Seulement voilà, un jour, ma mère m'a dit, mais dis donc Jean-Louis, t'es pas comme ça dans la vie? Comment ça se fait que maintenant tu es comme ça en colère pour un oui et pour un non? Ben, c'est en fin de compte mon système, mon cerveau a pris l'habitude de faire une technique qui fonctionne. Et donc la colère est devenue un mécanisme absolument automatique. Et donc il a fallu que je fasse un effort, que je prenne du recul pour me rendre compte que ce n'était pas ce que je voulais vivre et ce n'est pas ce que je voulais faire vivre aux autres. Donc dans un premier temps, j'ai vu que j'étais en colère, après j'ai vu que je me mettais en colère, et maintenant je m'interroge, est-ce que je me mets en colère ou pas? Mais c'est moi qui décide. Mon émotion n'est plus forcément absolument automatique. Donc en fin de compte, la méditation, ça me permet de me donner et de me rendre une certaine liberté. Alors, la technique maintenant. La technique est relativement simple. Ceux qui l'ont déjà pratiquée savent très bien qu'il y a un certain nombre de consignes, mais on commence d'abord par des consignes qui sont d'ordre corporel, on va dire. On commence en fin de compte d'abord par s'asseoir. Les pieds bien à plat. Pour les personnes qui auraient des talons, ce n'est pas très confortable, donc risque d'y avoir une tension, donc il faut éviter les tensions. Le dos droit. Si jamais vous souffrez du dos, ne vous torturez pas et vous pouvez vous reposer un petit peu, sinon ça permet de très bien développer la musculature du dos. Les mains, vous les posez comme ceci, ça n'a absolument aucun problème. Vous évitez juste de les croiser ou de faire des positions un petit peu bizarroïdes. Voilà. La tête bien à plomb et puis les épaules en arrière. Et à ce moment-là, ce que je vais vous suggérer maintenant, c'est de fermer les yeux. Et ce que nous allons faire pour la méditation, comme le cerveau est incapable de ne rien faire, le cerveau a besoin de travailler en permanence. Donc on va lui donner du travail. Et ce travail, ça va être de regarder la respiration. On regarde la respiration. Rien que la respiration. Toujours la respiration. On regarde l'air qui rentre. On va regarder l'air qui sort. On regarde l'air qui rentre. On regarde l'air qui sort. Bien sûr, on est sollicité par des bruits extérieurs. On est sollicité par une petite voix qui nous dit des choses. Mais ce n'est pas grave, on lâche. L'attention, c'est également se rendre compte qu'on est perturbé. À ce moment-là, on ramène son esprit et on regarde à nouveau sa respiration. Vous regardez ce qui se passe dans votre corps à ce moment. Vous pouvez sentir votre ventre qui se déplace, un léger mouvement qui suit la respiration. Et on se rend compte qu'on a plein de sensations que l'on n'a pas d'habitude. D'abord, on sent le sol avec les pieds. Puis on sent son dos. Tiens, ça tire un peu dans le dos. Vous êtes bien placé pour savoir que ce sont des sensations que nous avons en permanence, mais que notre cerveau les censure pour ne pas nous surcharger. On revient toujours à la respiration. On va faire cet exercice pendant 3-4 minutes. La respiration, on ne la change pas. On laisse la respiration comme elle est, naturelle, aller et venir. C'est extrêmement important de ne pas la perturber.
par les sensations que nous avons en ce moment, nous nous rendons compte d'une chose que nous avons oubliée. Nous faisons des études qui, en fin de compte, sont très intellectuelles. On se sert beaucoup de notre cerveau. Et on finit par croire qu'on n'est qu'un cerveau. Non. Nous sommes un corps, avant tout un corps. Dans les entreprises, je suis même plus provocateur que ça, je leur dis que vous savez que vous n'avez pas de corps. Vous n'avez pas de corps, personne n'a de corps. Nous sommes un corps, c'est très différent. Le cerveau est un organe, il faut y penser. Il faut faire attention à soi. On fait attention à sa forme physique. On fait attention à ce qu'on mange. On fait attention de ne pas fumer, pas trop boire. On se débrouille pour bien dormir. On fait du sport. Mais on ne s'est jamais occupé de son esprit. L'esprit, c'est là pour apprendre. Oui, mais il n'a pas de discipline. Donc il travaille n'importe comment. L'esprit bondit sur tout ce qui se passe. La moindre sollicitation. Sans ordre hiérarchique. Que ça m'intéresse ou que ça ne m'intéresse pas, ça vient. Résultat, notre vie, on passe la moitié du temps à être dans des ritournelles. On se raconte toujours les mêmes histoires. C'est comme ça que l'on perd sa vie. On se ressent sur la respiration. Je vais me taire pendant une trentaine de secondes pour vous laisser bien apprécier ce qui se passe. Encore 3 respirations et vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Vous avez un retour, des remarques à faire? Comment ça s'est passé ce petit moment? Je vous vois souriant, c'est déjà bon signe. Hein. J'ai vu tout à l'heure quelques têtes piquer un petit peu du nez, ou des gens qui bâillaient. Ce n'est pas grave, c'est normal. Dès qu'on ferme les yeux, le corps se dit « Oh chic, je vais enfin pouvoir me reposer ». Et donc, comme on a tous, dans le travail que vous faites, c'est encore plus que dans d'autres travaux, c'est que on est très fatigué, anormalement fatigué, et on ne récupère pas toujours de ce qu'on devrait récupérer. Eh bien, votre corps, il profite de chaque instant pour être capable de se régénérer et de reprendre un petit peu le souffle. Alors, vous me direz comment appliquer ça dans la journée, hein. Ce que je vous recommande, c'est l'exercice que l'on vient de faire ensemble, c'est d'essayer de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Aristote disait « Nous sommes ce que nous faisons jour après jour ». L'excellence n'est pas une vertu, c'est une habitude. Et c'est vraiment ça. Si vous prenez l'habitude de méditer, de vous poser, faire cet exercice que nous venons de faire une dizaine de minutes par jour, ça va complètement changer votre vie parce que ce n'est pas vous-même qui directement allez remarquer que votre vie a changé, mais c'est vos amis, votre conjoint, vos parents qui vont vous dire « Dis donc, mais t'es plus comme avant, t'as changé, tu écoutes plus, tu fais plus attention. » Et ça, c'est la meilleure des récompenses. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Lors d'une des formations que j'ai faites à l'entreprise, parce que j'enseigne donc la méditation en entreprise, j'avais un jour une femme qui m'a dit « Mais attendez, moi, l'attention, j'ai pas besoin. Moi, en une seconde, je suis recentré. » Et c'était vrai. J'ai écouté « Félicitations, madame. Il y en a 1 sur 1 million, c'est vous, bravo. » Elle est venue quand même à toutes les autres sessions, et j'ai réussi à avoir une discussion avec elle au bout de la 6e session. Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle m'a dit « Écoutez, je me suis rendu compte qu'en tant que chef de service, moi, j'arrivais bien à me concentrer au bout d'une seconde, mais pas mes collaboratrices. Et donc, j'étais le principal agent perturbateur de mes collaborateurs.
Je dis bravo. Donc, si je voulais augmenter la productivité de mes collaborateurs et de mes collaboratrices, ben, il fallait que je me discipline, moi. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important, c'est de regarder, si vous voulez. On peut résoudre un problème à partir du moment où on considère qu'on fait partie du problème. Le problème, ce n'est pas que les autres. Moi aussi, je suis dans le problème, donc on partage les problèmes et on partage la possibilité d'avoir des solutions. Et cette femme m'a raconté encore l'autre histoire, une autre histoire supplémentaire, c'est qu'elle m'a dit, écoutez, en plus hier soir, c'était très très drôle. J'ai ma petite fille de 5 ans et je lui ai raconté son histoire pour s'endormir. Et puis à un moment, il y a mon téléphone professionnel qui sonne dans la poche. Je mets la main pour le saisir et ma petite fille me prend la main et me dit, allez, vas-y maman, décroche. Je sais que tu as des choses plus importantes à faire que de t'occuper de moi. Quand on a déjà une vie professionnelle bien remplie, c'est ce qui s'appelle être habillé pour l'hiver. Hein. Donc, on n'est pas clair quand les enfants disent. En fait, qu'est-ce qu'elle disait la petite fille? Maman, c'est pas le temps que tu passes avec moi qui est important, mais que quand tu as dit que tu étais avec moi, tu es vraiment avec moi. Et ça, c'est important. Hein. J'ai assisté ce matin à 2 ou 3 conférences, c'est exactement ce qu'on vous disait aussi. C'est d'être présent aux collaborateurs, c'est d'être présent aux patients, c'est d'être là. Le patient, les collaborateurs, tous les gens qui travaillent, ils remarquent bien que notre esprit patrouille, ils se rendent très bien compte que notre esprit vadrouille. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc si vous pratiquez 10 minutes par jour, au bout d'en gros la 4e semaine, vous verrez, vous allez changer. Alors comment alors le faire sur le lieu du travail? Vous le faire quand? Vous le faites le matin, bien sûr. Et puis ensuite, il y a une chose qui est très importante, c'est de faire des petits moments. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours facile de faire 10 minutes, mais de temps en temps, 1 minute. Vous arrivez à vous isoler, je ne sais pas si vous pouvez, mais 2-3 minutes, vous vous isolez, vous vous posez, c'est déjà très bien, parce que votre esprit, on le pose, on évite de partir complètement à l'ouest. Et je me souviens, j'étais intervenu il y a quelques années comme bénévole en soins palliatifs. C'était à l'hôpital Ambroise Paré, j'étais en service du docteur Annabelle. Et donc, cette femme m'a raconté, elle m'a dit, écoute Jean-Louis, j'en peux plus. Quand je rentre dans la 3e chambre de patient, je n'ai plus de respiration. Mon cœur bat la chamade, je sens la respiration qui est complètement folle, je n'arrive quasiment plus à respirer, j'ai les mains moites, j'en peux plus, je vais finir par claquer. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on peut supprimer le stress? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, en tant que tel, le stress, on ne peut pas tellement le supprimer, parce que c'est un petit peu inhérent à la fonction qu'elle avait. Hein. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est travailler sur les conséquences du stress. C'est-à-dire, j'ai réussi à trouver une petite technique qui est simplissime. Je lui dis, chaque fois que tu mets la main sur la poignée de la porte pour rentrer dans une nouvelle chambre, pousse-toi 3-4 secondes, tu fais tout. Tu souffles bien, tu pousses bien. En fin de compte, qu'est-ce qui se fait? C'est qu'on crée un petit peu d'espace dans l'esprit, on désature de ce qui s'est passé. En fin de compte, tu ne vas pas faire disparaître le stress. Le stress, il était déjà monté précédemment. Mais au lieu d'être comme ça et de monter encore, ton stress, il monte, il redescend un petit peu, il y a une rémanence malheureusement et on repart. Mais on ne repart pas dans les cimes. Et ça va te permettre de tenir le coup. Elle m'a dit, ah oui, qu'est-ce que ça m'a aidé. Donc je vous recommande de faire ce genre d'exercice. C'est quelque chose qui est véritablement extrêmement important à faire. Nous sommes d'accord là-dessus? Vous voyez un petit peu quel est l'intérêt de la méditation, dans le milieu professionnel? C'est quelque chose que je fais maintenant depuis 10 ans et j'essaye d'enseigner ça. Il y a un monsieur qui l'enseigne très bien, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le docteur Christophe André. dont vous avez peut-être entendu parler, il fait des choses qui sont absolument passionnantes. Alors lui, il est psychiatre à Sainte-Anne, et en fin de compte, il s'occupe de récidives de stress. Donc c'est extrêmement grave, et il dit une chose, c'est qu'en intégrant la méditation dans le protocole des gens qu'il traite à l'hôpital, eh bien qu'il arrive à réduire de 60% les récidives. Si ça, c'est pas un résultat, je ne sais pas, moi. Et donc, en plus, vous trouvez bien ces bouquins, et puis vous trouvez également ces DVD qui sont assez bien foutus. C'est quelqu'un qui se débrouille très très bien là-dessus, et puis qui parle votre langage. Donc c'est quelque chose d'assez significatif. Vous avez m'excuser un petit instant. On a encore combien de temps, excuse-moi? Je n'ai pas regardé ma montre. Ah, ben écoutez, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc j'espère que tout ça vous a bien inspiré. Et ce que je voudrais là maintenant dire, c'est que l'importance de la méditation, c'est que ça permet de nous réconcilier avec nous-mêmes. Et en se réconciliant avec nous-mêmes, ça nous permet de nous réconcilier avec les autres. Parce que la bienveillance, c'est pas qu'avec les autres, mais c'est également avec nous. Donc c'est comme ça que ça va partir. Alors évidemment,
évidemment, par rapport à la méditation, vous avez d'autres opportunités de vous détendre. On peut faire du sport, on peut faire plein de choses. Mais la société nous propose également un certain nombre de techniques qui, soi-disant, sont efficaces. Moi, quand je stresse, je me rachète une bagnole, je me rachète une montre, je me rachète du maquillage, je vais au ciné, j'envoie des potes, je vais boire un verre. Voilà. Il y a plein de techniques. Oui, en fin de compte, toutes ces techniques, c'est juste confondre deux choses. Plaisir et bonheur. Le plaisir, c'est quelque chose d'instantané, qui doit être renouvelé. J'ai plaisir à manger un carreau de chocolat. Ce plaisir, c'est dopamine, ocytocine. Mais une fois que c'est fini, hop, dopamine de nouveau, hop, 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 et c'est parti. Et la tablette, elle y passe en quelques minutes. Bon, malheureusement, ce qui vous explique que bon, ça, c'est autre chose. Ce qui est extrêmement important, c'est de réussir à comprendre un petit peu ce schéma, qu'on est complètement dépendant de cela, et de voir que cette distance peut nous aider à décider de ce qui est réellement bien pour nous. La société, bien sûr, nous propose un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément optimales, mais ce qui est extrêmement important, c'est de savoir reconstruire le lien avec les autres. C'est ce qui est absolument fondamental. Et donc, dans cette dernière partie, ce dont je voudrais vous parler, c'est en fin de compte que ce que nous propose la société, c'est très bien de s'intéresser à nous et de nous faire du bien, parce que nous le méritons, bien entendu. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu réducteur. C'est me faire du bien à moi, mais c'est faire du bien à qui? J'ai relu très récemment un livre de Francisco Varela, qui est un chercheur du CNRS de neurobiologie et compagnie. Excusez-moi, je ne suis pas très familier de tous ces termes-là, mais en fin de compte, il expliquait un fonctionnement fondamental du cerveau, et notamment la fonction visuelle. Donc vous savez comment ça marche, les informations rentrent, ça tourne dans tous les sens, ça passe par l'hypothalamus, qui le renvoie effectivement à l'arrière, et puis ensuite on a pas mal d'échanges dans le cerveau. Pourquoi? Parce que l'image que nous voyons n'est pas une image plate, c'est une image contextualisée. Là, par exemple, je vois un lion, ou je vois plutôt un tigre, et je vois we are. Je ne vois pas que des formes qui ne signifient rien. Donc c'est contextualisé. Et donc ça part dans tous les sens. Et par l'imagerie médicale, on arrive bien à le voir. Mais il y a une chose qu'on ne voit pas. Eh bien, on ne voit pas la tour de contrôle. C'est ça qu'en fin de compte, ce moi que l'on cherche et ce moi que l'on essaie de satisfaire, ben on ne le voit nulle part. Il n'est pas visible. Il semble ne pas exister. Je n'en sais rien, je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Mais enfin, actuellement, pas mal de gens, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Stanislas Dehaene, qui est un professeur au Collège de France et qui est également une chaire de neurobiologie moléculaire faites-moi grâce de tous les éléments qui sont autour, mais qui est un grand spécialiste, un des plus grands spécialistes que nous avons dans le domaine de l'apprentissage notamment et de la mémoire. J'ai participé à une des conférences récemment, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Ben non, nous n'avons pas trouvé une entité qui est réellement le moi. Donc en fin de compte, faire tout ça et avoir toute une société qui est orientée vers une seule chose, qui est conforter ce moi avant tout, c'est quand même un petit peu réducteur. Et donc la méditation, ça permet de prendre un petit peu conscience qu'on n'a pas besoin de tout ça, de toutes ces offres qui sont autour, que je me lance dans des choses et des besoins qui ne sont pas réellement mes besoins, mais qu'il y a un certain nombre de choses que je peux décider, ben oui, je veux ceci, oui, je veux cela, je prends davantage de liberté, et c'est ça qui est extrêmement important. En plus, c'est ce qui me permet de créer du lien avec les autres. Pourquoi? Ben, parce que, fondamentalement, plutôt que de me faire plaisir à moi, plutôt que de m'occuper uniquement de mon bonheur, et c'est bien ça la bienveillance, c'est de m'occuper du bonheur des autres. On ne peut pas vivre dans une planète en ruine. On ne peut pas vivre dans un monde en ruine. Si je suis entouré de gens qui ne vont pas bien, comment voulez-vous que moi j'aille bien? Et alors pour vous, ça doit être crucial, parce que l'hôpital, c'est quand même un milieu dans lequel il y a pas mal de gens qui ne vont pas bien. Et pour cause. Donc, comment réussir à être bien dans un environnement qui n'est pas forcément bien? Donc, c'est quelque chose, je vous invite à réfléchir là-dessus. J'ai découvert par exemple qu'à titre privé, si je voulais être heureux, ma façon la plus égoïste, mais également la plus efficace d'être heureux, c'est de m'occuper du bonheur de ma femme, de m'occuper des bonheurs de mes enfants, de m'occuper du bonheur de ma famille, des gens avec lesquels je travaille. Pourquoi? Parce qu'ils seront plus heureux. Et s'ils sont plus heureux, je vais le voir. Nous avons les neurones miroirs, vous connaissez. Les neurones miroirs, c'était découvert en 1996 à Parme. J'absorbe les émotions des autres. Si je n'ai que des émotions positives autour de moi, je n'absorberai que des sentiments, que des émotions positives. En conséquence de quoi, je serai plus heureux.
et je serai mieux dans ma peau. C'est un élément qui est absolument fondamental et je vous prie de bien vouloir le considérer. Donc, je vous schématise, hein, la méditation est une technique très efficace qui est maintenant éprouvée depuis 2500 ans et il y a énormément d'études scientifiques qui montrent l'efficacité de la méditation. Aujourd'hui, ma femme est à un congrès à Lille, elle est pédiatre et neurologue et il parle du sommeil. Mais elle m'a dit la première journée, toutes les vedettes qui sont arrivées n'ont parlé que d'une seule chose, c'est les bienfaits de la méditation. Elle m'a dit j'étais absolument stupéfaite, il va falloir que je m'y mette un jour. Je dis oui, d'autant plus que tu as ce qu'il faut à la maison. Donc, essayer d'utiliser cette technique pour soi-même, pour réussir à se poser, pour réussir à prendre de la distance, pour être mieux avec soi-même et d'être mieux avec les autres.